Nous comprenons que Washington souhaite obtenir un succès rapidement. Dans le même temps, nous comprenons que les causes profondes de la crise ukrainienne sont trop complexes pour être résolues du jour au lendemain. Il y a de nombreuses nuances à prendre en compte. Quand Grégory Phillips, il y a un instant, vous disait que Trump s'est heurté au mur russe, à la réalité, Aline Lebaille-Kremer. On se pose tout de suite la question, est-ce que c'est un jeu dangereux de Moscou, cette réaction que l'on vient d'entendre ? Dans la mesure où ils arrivent encore à rouler dans la farine manifestement cette administration, c'est pas tout de suite très dangereux. En revanche, si dans cette administration, certains vouloir et comprendre pour certains, vouloir pour d'autres, qu'il n'y a qu'une seule solution d'arrêter cette guerre, c'est de mettre une pression monstre sur la Russie. La Russie ne veut pas la paix. La Russie a avalé, l'orchestre du FSB a avalé complètement Steve Witkoff, qui devait être avalé probablement un petit peu de façon antérieure selon beaucoup de sources. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en œuvre des choses qui sont à côté, en effet, de ce fameux mur de réalité. Donc l'éventuel espoir de tout ça, c'est que la partie un peu plus lumineuse de cette administration prenne en compte le mouvement qui peut se passer, notamment autour de certaines propositions bipartisanes autour des sanctions, des fameux 500% sur les pays tiers, sur la question du pétrole et du gaz. Là, oui, ça peut mettre un peu de pression sur Moscou. Mais tant ces machines-là ne seront pas déclenchées dans cette administration, la Russie va continuer à se moquer d'eux, va continuer à bombarder l'Ukraine, va continuer à vouloir détruire toute l'Ukraine, peu importe les analyses toutes personnelles que rendra ensuite Donald Trump à sa cour et à son orchestre MAGA. Jusqu'à ce matin, d'ailleurs, pour les bombardements sur l'Ukraine. Je vous sens sceptique, Marc. Oui, les moyens de pression sur la Russie existent, mais ils sont quand même très limités. C'est-à-dire, effectivement, il y a tout le pétrole, les hydrocarbures que la Russie continue de vendre indirectement, sur lesquels il est possible de faire pression. Nous, d'ailleurs, nous, les Européens, également. Il faut qu'on se mette dans le même panier que les autres. Voilà. Il y a la flotte fantôme, ces milliers de bateaux qui contribuent à ce commerce. Ils ne sont pas si fantômes en réalité. Qui continue. Il y a la question des avoirs russes gelés, notamment à Bruxelles, qui sont 200 milliards, un peu plus de 200 milliards, ce qui est quand même énorme. Jusqu'à quel point est-il possible ? Là, pour le moment, on utilise les intérêts pour aider l'Ukraine financièrement et à acheter des armes. Est-ce qu'on peut saisir ces avoirs ? Il y a toute une polémique qui dure depuis longtemps. N'importe comment, c'est l'Ukraine qui peut le faire, mais on peut les saisir pour les donner à l'Ukraine. Mais tout ça reste malgré tout limité par rapport... D'où le même pas peur qu'on vient d'entendre, parce qu'il faut quand même revenir sur ce qu'on vient d'entendre. Le même pas peur. C'est-à-dire, sur le terrain, il ne gagne pas, c'est du grignotage, mais voilà, la Russie continue, sa pression est là, il a le temps pour lui, et il sait que Donald Trump a des élections mi-terme l'année prochaine. Est-ce que c'est un jeu dangereux quand on entend Peskov ? On va l'écouter parce que, voilà, Peskov c'est du Peskov, Poutine c'est du Poutine, donc ce sont des joueurs. Ils savent ou ils sentent qu'il ne faut peut-être pas aller trop loin. Mais là, c'est clair, quand il dit, Grégory, on comprend que les Américains, que Donald Trump veut aller vite. Mais nous, notre temps n'est pas celui-là. Cette guerre, elle est complexe, elle est difficile. Bref, vous avez votre timing, nous, on a le nôtre. Jeu dangereux ou pas, alors, c'est compliqué de vous faire une réponse parce que prenons le scénario que les Américains se retirent. Comme l'a sous-entendu à plusieurs reprises Marco Rubio, si les deux parties n'arrivent pas à un accord, pour nous c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ça ? Ça veut dire donc qu'ils se retirent comme médiateurs. C'est ce que vient de dire hier soir la porte-parole du Pentagone, mais j'imagine que ça signifie aussi se retirer de leur implication dans ce conflit via la livraison d'armement, la livraison de renseignements, etc. Donc prenons ce scénario d'un abandon des Américains du dossier. Ça ne nous intéresse plus.
si on va vers ça, et c'est la menace qui arrive en ce moment de Washington, je pense que pour les Russes, c'est plutôt favorable. C'est-à-dire que les Ukrainiens seront affaiblis très rapidement, par exemple, s'ils n'ont plus le renseignement américain. Et il n'y aura même plus de porte de discussion pour essayer d'aboutir à un vague cessez-le-feu. Donc, si on va vers ce scénario, encore une fois, je mets beaucoup de si, mais pour l'instant, ce ne sont que des menaces. On verra si ça se concrétise. Je pense que c'est le scénario idéal pour les Russes. À savoir, les Américains ne se mêlent plus de ça. On va écouter de nouveau le porte-parole du Kremlin, autre version cette fois-ci, à destination directement du bureau ovale. Un accord de paix devrait être conclu avec l'Ukraine, pas avec l'Amérique. L'Amérique essaye de jouer un rôle de médiateur et nous sommes reconnaissants aux États-Unis pour ces efforts. Alors là, c'est peut-être même pire, c'est oui, ok, merci, mais c'est pas votre problème. Et on se débrouille nous-mêmes. Et on se débrouille nous-mêmes, mais on sait comment le Kremlin veut se débrouiller. Oui, on est dans ce scénario qu'un retrait américain, et surtout si c'est un retrait, pas uniquement des négociations, mais que effectivement les États-Unis coupent les ventes d'armes et surtout coupent le renseignement qui est essentiel, notamment pour prévoir les frappes. Les frappes, c'est une situation qui sera extrêmement difficile pour l'Ukraine. Alors les Européens, à terme, peuvent suppléer, parce qu'aujourd'hui, on regarde l'armement ukrainien. C'est un long terme. Voilà, le problème est là, c'est le rythme. C'est-à-dire, à 50%, l'armement ukrainien désormais fabriqué par les Ukrainiens. Le reste, c'est moitié-moitié, globalement, Europe et États-Unis. Donc, c'est autour de 30 milliards d'euros par an pour suppléer au niveau des fournitures militaires les Américains. Ce qui est faisable. Mais le problème, c'est tout le reste. C'est faisable parce que si la Russie gagne en Ukraine, le coût pour les Européens après, en termes de défense, sera bien pire. Mais le problème, c'est le reste, c'est le renseignement. Et puis regardez, la question qui se pose, celle du déploiement d'une force de réassurance dont on parle maintenant, on arrive à peine à 10-15 000 hommes, alors qu'il en faudrait beaucoup, beaucoup plus. Donc il y a un énorme décalage entre la prise de conscience des Européens qui est réelle de ce qui est en train de se passer et de la réalité sur le terrain. Attendez, juste un dernier point qui est quand même préoccupant, c'est qu'il y a aussi une fissure dans le front européen, même si elle n'est pas apparente. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de pays qui disent qu'il vaut mieux une mauvaise paix qu'une guerre sans fin. Et le 9 mai, Poutine célébrera sur la place rouge le 80e anniversaire de la victoire contre le nazifascisme. Il y aura énormément de chefs d'État étrangers, dont Xi Jinping, mais il y aura aussi 2 Européens. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, alors c'est un petit pays, vous me direz, mais c'est un mauvais signal, et le Serbe Vučić, qui n'est pas encore membre de l'Union européenne, mais qui est pays candidat. Ce qui est quand même le signe, là aussi, qu'il y a des lézardes. Quand on entend Peskov, je vous laisse la parole tout de suite, Aline, quand on entend Peskov qui dit aux Américains, bon, merci, c'était sympa d'être venus, mais laissez-nous nous débrouiller directement avec les Ukrainiens. C'est quand même une nouveauté aujourd'hui. Est-ce que, moi, la question, avant de parler de fond, c'est est-ce que ça peut pousser les Américains, et plutôt que les Américains, l'administration Trump, et plutôt que l'administration Trump, Donald Trump, dans son ego, à se dire, en fait, je vais réagir, j'abandonne pas, peut-être les négos, mais je vais continuer d'aider l'Ukraine parce que je ne veux pas perdre face à Poutine. C'est possible ou pas ? C'est complètement possible, en tout cas du point de vue d'une partie, notamment, parce que ça compte dans cette administration et dans l'équation, une partie des républicains. Exemple, Roger Wicker, qui est le président de la commission des forces armées américaines au Sénat américain hier, a fait une intervention assez spectaculaire où il a conclu par il fallait enfin traiter Poutine comme le criminel de guerre fourbe et trompeur qu'il est. Donc ça a été salué quand même par plusieurs représentants. Il y a aussi des forces internes aux États-Unis qui travaillent dans ce sens-là. Ils en peuvent plus. C'est leur honneur de républicains, c'est l'honneur de leur formation, structuration politique. Certains le combat d'une vie. Donc il y a aussi ça qui se joue. Il y a aussi l'opinion aux États-Unis où très honnêtement Trump, malgré sa réécriture toute personnelle de son mandat cette nuit pour ses 100 jours, ne correspond pas à ce qu'il se passe, par quoi et travaille la société. Et je voulais dire, l'urgence pour les Ukrainiens, c'est pas tant les munitions et les armes que c'est la défense aérienne aussi, en plus d'une partie du reste. Et là, le problème, c'est que nous, les Européens, nous ne sommes pas capables de suppléer les Américains. Alors, vous parlez de cette fange proche de Trump qui semble réagir. Kate Kellogg, à un moment donné, il a été mis sur la touche. C'est quand même l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine. Écoutez bien ce qu'il dit hier. Voilà.
La Russie ne gagne pas cette guerre. Elle n'a pas réalisé d'avancée majeure depuis 1 an et demi. La Russie avance mètre par mètre, pas kilomètre par kilomètre. Et les Ukrainiens se battent sur leur propre sol. Et ils se battent avec acharnement. Alors, quand la Russie dit qu'elle est en train de gagner, non, elle ne l'est pas. Si c'était le cas, elle aurait déjà gagné cette guerre. Elle doit en prendre conscience. Je pense que l'Ukraine est en bonne position. Les Européens ont vraiment pris les choses en main. Alors ça, on peut quand même se poser quelques questions sur la dernière partie de la phrase. Grégory Phillips, est-ce que Trump peut réagir différemment que jeter l'éponge sur ce dossier? Est-ce qu'à un moment donné, dans un face-à-face, face au Kremlin, est-ce que Washington va plier ou pas? Elle est très intéressante, la déclaration de Kellogg que vous venez de diffuser, parce que ça montre bien qu'au sein de l'administration américaine, il y a débat et que les positions ne sont pas encore tranchées et qu'on verra de quel côté un camp ou l'autre arrive à faire tomber la pièce et quel côté finalement Donald Trump écoutera. Encore une fois, il est possible que Trump prenne des décisions de manière un peu isolée dans le secret du bureau ovale, sans forcément consulter l'intégralité des gens qui l'entourent. Mais oui, aux États-Unis, il y a au sein des équipes qui entourent le président ce débat. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? On a vu que même si Rubio la menace de lâcher l'Ukraine en race campagne, le secrétaire d'État, il était plutôt quand même dans la volonté de poursuivre les négociations. C'est lui qu'on avait vu en Arabie Saoudite et on avait l'impression que les adultes reprenaient un peu les choses en main, comparé à Witkoff, le partenaire de golf, qui a une diplomatie, on va dire, surprenante. Voilà. Qui Trump va-t-il écouter? C'est toute la question. Et quand est-ce qu'il va décider? C'est une autre question très importante, évidemment. Marc? Oui, le problème, alors Kellogg fait effectivement un constat tout à fait réel. La Russie n'a pas gagné cette guerre sur le terrain. Le risque, c'est qu'elle la gagne à la table des négociations grâce à l'administration américaine. Alors, est-ce qu'il y aura une prise de conscience de Donald Trump? On peut l'espérer. Mais en même temps, il faut voir que dans la vision de Trump, l'accord avec la Russie doit être global. Du fait, quand ils ont commencé leur conversation téléphonique, ensuite les deux délégations à Riyad, ils ont un peu discuté de l'Ukraine, mais de beaucoup d'autres choses. Et l'objectif réel de Trump est d'arriver à une normalisation globale avec la Russie, notamment sur le plan économique. En plus, il y a une espèce de jeu de miroir entre l'un et l'autre, entre l'un qui annexe la Crimée et qui veut annexer tout un bout de l'Ukraine, et l'autre qui dit on va annexer le Groenland et le Canada, même si les méthodes ne sont pas les mêmes. Il y a cette idée que les grands États, ce que les Russes appellent les États-civilisations, ont vocation à avoir leur zone d'influence dans laquelle ils règnent sans partage et les petits pays s'alignent. Donc là-dessus, il y a une convergence de fond entre Poutine et Trump. D'ailleurs, c'est ce que le mage du Kremlin, Vladislav Surkov, dans son interview à l'Express, on peut mettre l'Ukraine de côté? C'est très compliqué, parce qu'on a le sentiment que c'est quand même le caillou dans la chaussure. On ne peut évidemment pas mettre l'Ukraine de côté, mais dans la logique des Américains, oui, pour eux, l'Ukraine est une crise périphérique, alors que pour nous, elle est existentielle. Mais c'est vrai, pardon, Marc, et vous avez raison. C'est-à-dire que cette normalisation souhaitée par Trump et Poutine, d'ailleurs, on va refaire du business ensemble, etc., elle ne peut pas se faire tant que ce conflit perdure. Non. C'est compliqué. Ça dépend. C'est beaucoup plus compliqué si la guerre... le conflit perdure ou si les conflits deviennent de plus faible intensité. Mais il y a cette volonté des États-Unis. Ce ne sera pas de plus faible intensité avec les Russes. Il faut savoir de qui on parle. On est dans une situation pour le moment... Poutine l'a dit, l'a redit. Oui, mais c'est terrible. Mais les lignes de front ne bougent pas. Et la phrase terrible de Marco Rubio, qui pourtant est un des plus sensés, est de dire « Mais attention, cette guerre n'est pas la nôtre ». On a autre chose à faire pour compléter votre phrase. Alors, il y a bien évidemment le toujours plus du côté de Moscou. Sergueï Lavrov, puissant ministre des Affaires étrangères, bien lui aussi, il est un peu sur le même thème que le Kremlin, c'est-à-dire que on peut se passer des Américains en fait. Les Ukrainiens ont soudainement changé leur position à 180 degrés. Et ont commencé à exiger un cessez-le-feu immédiat, sans condition préalable. Nous avons connu toutes ces situations.
Le vice-président Vance a récemment parlé de ce danger d'escalade de la situation jusqu'à la guerre mondiale, mettant en garde tous ceux qui renforcent le régime ukrainien pour qu'ils poursuivent la guerre, qui tentent d'entraîner l'Europe dans ce conflit en déployant des contingents de maintien de la paix en Ukraine. Alors pour être très très complet, effectivement, le vice-président vous a diffusé d'ailleurs hier ce sonore. Le vice-président américain a dit si jamais la Russie devait capituler, peut-être que cette guerre se terminerait en un conflit nucléaire. Décidément, Aline de Baïk-Kramer, on sent très bien que les Russes n'en veulent pas de cette paix. Et maintenant, c'est nouveau, et on l'a entendu, ils ne veulent même pas du rôle d'arbitre des Américains. Parce qu'on parlait de Witkoff, de cette entrevue vendredi. Mais il est reparti gros Jean comme devant. Parce que même si les Américains ont tout cédé aux Russes, ça ne suffit pas à Poutine. Non, ça ne suffit pas à Poutine qui veut détruire l'Ukraine. Il devrait avoir quand même plusieurs indices, finalement, dans quelques heures, le 3 mai, sur ce qui est... Je parle d'indices, pas de réponse absolue, mais d'indices le 3 mai, parce que sont censés reprendre des négociations avec l'Iran, États-Unis, Iran. Et cette administration, et surtout Witkoff, qui, je le rappelle, à la base est spécialiste, l'envoyé des négociations sur le Moyen-Orient. Il ne connaît rien à la Russie, rien à l'Ukraine, contrairement à Keith Kellogg. C'est lui qui a happé, on va dire, le dossier et qui est chargé de négocier ça. Parce que Keith Kellogg, Witkoff a aussi également beaucoup de pression pour réussir son coup sur les négociations avec l'Iran, qui est, selon certaines sources quand même, dans cette administration, en haut de la pile. C'est une urgence absolue. Donc c'est censé reprendre le 3 mai. Les Russes sont en train de les balader en leur ayant vendu mensonges comme quoi ils pouvaient avoir, en gros, grâce à eux, ils auraient de quoi tirer toutes les ficelles par rapport au régime de Téhéran. Donc il y a tout ça qui se joue. Et on aura des indices sur la façon dont vont se rendre compte les Américains à quel point ils ont été promenés par les Russes, qui ne renonceront jamais à leur partenariat avec l'Iran, quoi qu'ils aient pu leur dire en off, et notamment à Steve Witkoff. D'ailleurs, vous avez cité cette expression de Trump, je crois que c'est hier ou avant-hier, dans un message sur Truth Social. Je me demande si Poutine n'est pas en train de me balader, pour reprendre l'expression, ils sont en train de se faire promener.